L'histoire est un énorme balancier, hein. Mon âge, mon grand âge me permet d'avoir vécu une période où je me souviens, je passais devant les écoles à Paris ou ailleurs, Place Sainte-Opportune et autres, où il y avait écrit passant, souviens-toi, ici, dans cette école, 70 enfants, enfin je me souviens plus du nombre exact, ont été arrêtés par la Gestapo. On est dans les années 60, hein. La Gestapo n'a absolument rien à voir dans cette affaire, hein, bien sûr. D'abord, on en reparlera, mais la Gestapo en France, c'est quelque chose qui n'existe pas pratiquement, hein. Et on tait complètement donc le rôle de l'administration française, de la police française, de l'État français dans ces rafles et dans ces arrestations. 20 ans ou 30 ans plus tard, c'est-à-dire grosso modo, ça commence à partir des années 80, Paxton est passé par là, puis alors le snobisme ambiant fait que c'est un historien américain, alors lui il est crédible, les Français rien, hein, alors les Allemands encore moins, alors qu'il y a des Allemands qui ont fait des livres et des études formidables, hein. Et donc c'est l'inverse, désormais ont disparu du paysage et du film. Eh bien, les Allemands, c'est le discours du président Macron à Pithiviers, qui met en cause le régime de Vichy pour les arrestations, pour la politique antisémite, pour les déportations. C'est tout juste s'il dit pas que c'est Vichy qui a mis en place les chambres à gaz, hein. Et il y a plus un mot des nazis. J'ai dit les Allemands, erreur bien sûr, parce qu'il y a la moitié d'Autrichiens, hein, bien sûr. Et donc, voilà, on a changé. Alors, mon collègue et ami Jean-Pierre Azéma me disait mais c'est comme ça, il y a un balancier, il y a des allers-retours dans l'histoire. Alors à l'heure actuelle, je comprends pas mal pourquoi, hein. Il y a cette espèce de réflexe d'auto-flagellation, c'est-à-dire c'est la France qui est coupable, c'est la France qui a fait, c'est la France qui a dit, c'est le gouvernement français. Alors autoflagellation, pourquoi? J'y réfléchis sans cesse, hein. Alors, je comprends bien, Klarsfeld, par exemple, voulait incriminer Bousquet pour crime contre l'humanité. Comme il avait déjà été jugé, il fallait qu'il trouve évidemment une autre incrimination. C'est à l'époque où il change, hein, dans ses écrits, c'est passionnant de voir que avant, il est beaucoup plus partagé et nuancé, puis d'un seul coup, il se met à tirer à boulet rouge. Alors pour d'autres que je ne nommerai pas, et c'est bon, ce sont des gratifications honorifiques, hein, bien sûr, ce sont des gratifications pécuniaires, soyons clairs. Quand on passe tous les jours sur les chaînes nationales, qu'on est présenté comme le spécialiste du problème, qu'on vend des dizaines de milliers de livres, qu'on devient l'auteur de documentaires dont il y a une part bien faite, hein, de vérité et tout, d'être bon réalisateur, et puis tout le reste est quand même extrêmement à la marge. Alors, si vous voulez, c'est de là qu'est né notre livre, hein, une réaction à cette espèce de montage, hein, on appelle la doxa, mais pourquoi pas, hein, avec cette idée, donc Vichy est responsable de tout, le reste, les nazis, oui, ils n'existent pas, ils sont plus dans le film, hein, dans le discours de Macron, dans les livres, dans tout ce que j'ai entendu, dans les critiques sur notre livre, alors qu'on essaye tout simplement de rappeler qu'il y a quand même des nazis qui sont porteurs d'un projet terrible, hein, qui va se préciser petit à petit. Au départ, c'est purger l'Europe de la juiverie, hein, comme ils disent avec élégance, et puis vont prendre forme après l'échec d'autres solutions. Eh bien, c'est inimaginable. Comment peut-on, au prétexte de je ne sais quoi au juste, hein, décider d'éliminer des millions de juifs qui vivaient en Europe, au prétexte de quoi? C'est pas une race, leur religion, de leur influence supposée. Pour moi, c'est incompréhensible. C'était incompréhensible pour les gens qui l'ont vécu, parce qu'ils ne savaient pas, hein, bien sûr. Il faut qu'on sans cesse rappeler que le temps essentiel de l'histoire, c'est le futur du passé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas même les gens 45, 50, ils n'y croient pas quand ils voient des survivants qui leur racontent. En gros, c'est pas possible. Tu racontes des boniments.
jusqu'en fin 42, j'allais dire, hein, l'automne 42. Alors, ils savent des choses parce que la France a encore des représentations diplomatiques dans des pays qui sont les alliés du Reich. Par exemple, la Roumanie. On sait qu'il se passe des choses terribles en Roumanie. On a quelques échos des choses qui se passent en Pologne, mais pour le reste, rien, bien sûr. Moi, j'ai aucune sympathie, vous en doutez, pour Laval, mais je suis sûr que Laval lui-même ne sait pas. Autrement, quand il décide que les enfants qui ont été raflés avec les parents, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de place dans des orphelinats. Vaut mieux, humainement, il vaut mieux les laisser avec leurs parents. Il ne sait pas qu'il les envoie à la mort. Prenons un autre exemple inattaquable. Celui-ci, c'est celui du grand rabbin Cohen à Bordeaux. Voilà quelqu'un à qui des mères juives confient leurs enfants. Parce qu'on est en 44, hein, janvier, février 44, et là on commence à avoir des soupçons sur ce qui se passe. On n'a pas le détail, on ne sait pas comment les gens disparaissent, mais on se doute que c'est pas une installation dans un État allemand, un État juif que on construirait à l'est. Elles laissent leurs enfants au grand rabbin. Et finalement, le grand rabbin, et paix à son âme, parce qu'il a assez payé lui aussi, eh bien, les redonne aux mères, parce qu'il se dit que c'est trop inhumain de séparer les mères de leurs enfants et les enfants de leurs mères. S'il avait su ce qui se passe, évidemment, il ne l'aurait pas fait. Alors, comme je disais, le temps essentiel de l'histoire, c'est le futur du passé. Ce que nous, on sait, et encore assez mal, évidemment, les gens 41-42 ne savent pas. C'est inimaginable. Ils ont bien compris que les Juifs étaient très mal vus des nazis. Ils ont très bien compris que on voulait les spolier, quelque part, leur faire perdre leurs droits, leur nationalité et tout. Mais de là à imaginer qu'on allait organiser de façon industrielle, avec des trains, des convois, etc., qui vont dans des lieux improbables, qu'on ne trouve même pas sur des cartes. Chercher Treblinka, chercher Auschwitz, on sait un peu, éventuellement, mais on ne les connaît pas, ces noms. Je reviens à mon grand âge, donc, et à l'époque, on parle de la déportation et tout. On confond tout. On confond les camps de concentration pour les résistants, les politiques, etc. Et on ne sait pas les camps d'extermination, qui ne sont d'ailleurs pas des camps, puisqu'on n'y reste pas. On n'y fait que passer pour être tué pratiquement dans la journée, sauf quelques effectifs qu'on laisse sur place pour faire tourner la machine. Je me souviens, on parle, alors avec l'accent français habituel, de Buchenwald, on parle de Dachau, mais alors à Auschwitz, rien. Et ce qui prouve quand même une ignorance. Mais vous savez, c'est très difficile pour des gens qui sont pas historiens ou des historiens qui sont pas tout à fait honnêtes de redire et d'imaginer ce qu'était l'état des connaissances il y a 30 ou 40 ans. On sait, nous, alors donc ils savaient, les gens. Moi, mes étudiants me disaient ça souvent, et je leur expliquais, c'était l'époque du Rwanda. Je leur disais, ou du Kosovo, de l'ex-Yougoslavie, on va dire. Je leur disais, il y a la télévision, il y a des correspondants de presse, il y a une couverture médiatique qui n'existait évidemment pas en 1941, 42 et tout. Est-ce que vous saviez? C'est effectivement le discours d'un certain nombre de gens, et c'est un discours qui est parfaitement biaisé et qui est faux. Il faut quand même rendre à la Troisième République ce qu'on lui doit. Là, sans remonter à l'affaire Dreyfus, sans remonter à Proudhon, la France a un rôle déterminant dans l'antisémitisme. D'ailleurs, les Allemands s'en sont inspirés des écrits d'un certain nombre d'idéologues français. Le succès extraordinaire qu'a eu la France juive de Drummond. Quand on imagine qu'au moment de l'affaire Dreyfus, des dizaines de milliers de gens défilent dans les rues de Paris en criant « Mort aux Juifs », que Zola, qui défend
Dreyfus, au nom de la justice, hein, est traité, alors évidemment, c'est un Italien, c'est un Rital, c'est un spaghetti, etc. Il y a une xénophobie d'une violence qu'on n'imagine pas en France. Et puis pendant qu'on y est à casser des erreurs, hein, une typique, ça n'est pas l'extrême droite qui est antisémite. Elle l'est, hein, soyons clairs, mais la gauche aussi. J'ai cité Proudhon. Rappelons quand même que Jules Guesde, Jaurès lui-même ne deviendra Dreyfusard qu'en 1899, avant la défense d'un officier issu d'une famille richissime, un ennemi de classe, hein, qui n'aurait pas hésité à tirer sur les ouvriers, etc. Ça ne le branche pas du tout, hein. Et on a un antisémitisme, alors c'est même pas la peine d'en parler aujourd'hui, hein, 2024, important à l'extrême gauche. Les communistes sont pas clairs tout le temps là-dessus. Quand on lit des appels à manifester ou à faire grève un 1er mai dans les années 1890 et que cet appel se termine par sale juif, et c'est pas l'extrême droite, hein. Alors, rendre à la France son rôle, rendre à la République malheureusement son rôle, et rappeler que l'internement des étrangers, la xénophobie. On est en pleine crise économique. Il y a des millions de chômeurs. On n'a pas de statistiques, hein, mais on le sait. Ces étrangers qui viennent nous voler notre pain et tout. Qu'est-ce qu'on fait? La Troisième République les interne. On a plusieurs lois, hein, de 1938 qui internent les étrangers. Alors Vichy se glisse là-dedans parce que bien sûr il y a à Vichy, ce qu'on appelle le gouvernement de Vichy, hein, le gouvernement de l'État français, il y a un fond d'antisémitisme. Mais il y a aussi là-dedans des gens de gauche, ça c'est très compliqué. La nébuleuse Vichy, c'est qui? De qui parle-t-on? D'Arnan ou de Darlan ou de Pétain? Ou il y a des gens très très différents, hein, bien sûr, qui ont une vision très différente. Les uns veulent sauver les meubles face aux Allemands, etc. Alors, on efface complètement ce passé et on attribue tout, on ne prête qu'aux riches, hein, à Vichy. Alors, un exemple, le hasard fait que j'ai rencontré une dame qui vient d'écrire, son père a été exécuté par des maquis en 1944, hein, l'été 44, parce qu'il était maire d'un village, il était ni milicien ni rien, on le tue parce que c'est le moyen évidemment de s'emparer du pouvoir après, hein, de créer des places. Et en échangeant comme ça, je suis revenu sur cette loi antisémite par excellence que signalent les gens qui font de l'histoire par idéologie. Vichy qui est responsable de tout. Et ils prennent comme exemple la loi du 17 juillet 1940, donc c'est très peu de temps après la prise de pouvoir, enfin le vote écrasant d'une chambre des députés de l'Assemblée du Sénat et des députés qui sont quand même majoritairement issus du Front populaire, même si les communistes en sont exclus, hein, et qui votent les pleins pouvoirs à Pétain. Et l'une des premières mesures, le 17 juillet, dénaturalisation des étrangers qui ont acquis la nationalité française depuis 1939. Alors, première remarque, c'est un projet qui existait sous la Troisième République, hein, on en a parlé, et on est en pleine actualité, hein, avec ces problèmes d'immigration. Et puis, la deuxième remarque, alors pour des tas de gens, c'est le signe, dès le 17 juillet, que Vichy est antisémite, que Vichy vise les Juifs et tout. Alors, on va regarder de près, parce que un historien, il se contente pas des rumeurs. Il veut des preuves, hein. Ce qui m'étonne qu'un avocat comme Monsieur Klarsfeld oublie ce genre de choses, hein. On instruit à charge à décharge, on va voir de près ce qui se passe. Eh bien, cette commission de dénaturalisation, parenthèse, dont le vice-président est Mornay, qui jugera Pétain, qui présidera la Cour de justice, qui va juger Pétain et un certain nombre d'Arlan, etc. Laval, qui va juger Pétain et un certain nombre de gens, Laval et autres. 15 000 dénaturalisations ont été prononcées entre ce 17 juillet 1940 et 1943. 6 000 juifs.
Donc c'est pas une loi spécifiquement antisémite, c'est pas une loi qui visait spécifiquement les Juifs, mais ça ne dérange absolument pas les gens qui écrivent l'histoire de façon idéologique pour régler des comptes. Alors je disais, je réfléchis, mais quel est leur intérêt? Alors je parlais d'intérêt pécuniaire, de rétribution médiatique ou autre, mais il y a une chose qui m'a frappé. D'une certaine manière, incriminer la France de cette époque. Je suis pas un disciple de Freud, mais c'est quand même liquider le père, et en l'occurrence le grand-père. C'est-à-dire que c'est étonnant quand même. Nous, on ferait bien mieux, on ne ferait pas ce genre de choses. On est en plein délire, et je ne supporte pas cette instrumentalisation de l'histoire, parce que c'est vraiment de l'instrumentalisation. Alors, Vichy, il n'est pas question de défendre Vichy, un État autoritaire, antidémocratique, porteur d'un projet idéologique qui s'appelle la Révolution nationale, qui est quand même fondé sur l'exclusion de ce que Maurras appelait l'anti-France, et notamment les Juifs, les étrangers, pas oublier les francs-maçons, pas oublier les communistes, et puis vous savez, si je peux me permettre, les protestants sont pas non plus en odeur de sainteté. La France est un vieux pays catholique, c'est la fille aînée de l'Église. Enfin, vous connaissez tout ce discours, bien sûr, réactionnaire au sens propre. On voudrait revenir au temps ancien. Alors, il est effectif que Vichy va prendre un certain nombre de décisions qui sont spécifiquement dirigées contre les Juifs, mais d'une certaine manière, qui souvent prolonge une politique qui a déjà existé à la fin de la Troisième République. Alors, l'exemple typique, il y a la loi de dénaturalisation, il y a une autre chose dont on nous parle sans cesse, moi on me dit, mais oui, mais ils ont pris, comme s'il y avait enfin on va y revenir, une continuité, c'est ce fameux statut des Juifs, qui date du début octobre 1940. Alors, ce statut des Juifs, effectivement, crée une situation de fragilité extrême pour les Juifs, auquel on essaye d'enlever, enfin on réussit d'ailleurs, leur influence sociale, leur influence intellectuelle. Les Juifs, ils tiennent l'édition, ils tiennent le cinéma, Nathan, etc. Bref, et puis on décide d'interner les Juifs étrangers en zone non occupée, en zone non occupée. Alors là encore, il faut regarder de près. Premièrement, cet internement ne fait que prolonger ce qu'a fait la Troisième République, qui visait pas spécifiquement les Juifs, on est bien d'accord, mais les étrangers. Vous en parlez aux gens qui sont passés par le camp d'Émile ou ailleurs, les Espagnols républicains qui ont fui l'Espagne et qui sont par la retirada entrés en France, on les a pas accueillis bras ouverts. La xénophobie est une composante essentielle de cette France de l'époque. Je parle pas de celle d'aujourd'hui, c'est un autre problème. Et donc, comment vous dire, ce statut des Juifs est quelque chose, nous sommes bien d'accord, épouvantable. Mais, comme je fais de l'histoire et je n'aime pas un discours politique, je ne suis candidat à aucune élection, je remarque, que ce statut des Juifs est pris dans des conditions extrêmement intéressantes. Les Allemands sont porteurs depuis le début, et c'est un personnage dont on ne parle pas, ou pas suffisamment, qu'on a même absous dans un livre, l'ambassadeur, Otto Abetz. Eh ben, Abetz, dès à la veille du 4 octobre, reprécise, écrit un long mémorandum dans lequel il dit il faut absolument s'emparer des biens juifs qu'on va réaliser et tout. Alors, je remonte la machine parce que il faut voir les choses de près. Ça n'excuse pas, qu'on soit bien d'accord. J'essaye d'expliquer comment vous dire ça. Il y a une commission d'armistice qui se tient à Wiesbaden. Il y en a une avec les Italiens, c'est autre chose. Et celui qui représente la France, ça a changé à plusieurs reprises, s'appelle le général de la Laurencie. Le général de la Laurencie, donc au mois d'août 40, alerte Vichy, il vient de découvrir que les Allemands sont porteurs d'un projet
sorte de statut des Juifs, hein, dans lequel il est très clair qu'il vise l'arianisation des biens juifs à leur profit, à leur profit. Alors ça n'excuse rien, mais d'une certaine manière, le statut des Juifs, c'est une manière pour Vichy de couper l'herbe sous le pied aux Allemands. Alors, pour les Juifs, ça change rien, hein, ils vont être spoliés. Mais ce que les Allemands espéraient récupérer de l'économie française, les entreprises et tout, restera français, même si ce sont des crapules, hein, les administrateurs de biens juifs, etc. Là, c'est le pire, hein, qui vont en profiter. Ne jamais oublier qu'à Vichy, on est anti-Bosch. En plus, ils nous ont humiliés, ils ont gagné la guerre et tout. La plupart des gens qui sont à Vichy sont des anciens combattants, à commencer par Pétain de la guerre 14, et ils ne sont pas du tout admiratifs des Boches, hein, qu'ils détestent. Ils emploient souvent ce terme, hein, entre eux. Il n'est pas question de leur faire de cadeaux. Alors évidemment, on peut trouver que c'est une drôle de manière de résister, hein, d'empêcher les Allemands d'arriver, etc. Et puis il y a une deuxième chose à propos de ce statut des Juifs qu'on nous montre comme le début pratiquement de la Shoah, hein. Il n'y a aucune intention, enfin, j'ai honte de dire ça, génocidaire là-dedans. Il est question d'exclure les Juifs de la communauté nationale, il est question de les exclure de l'économie, de la société, de couper leur influence, comme je disais, culturelle, mais en aucun cas, évidemment, de les tuer. Il n'y a pas de composante génocidaire. Je préciserai, parce qu'on n'en parle jamais non plus, que Vichy, c'est très clair, cherche à se débarrasser, hein, des Juifs et les propose à nos ex ou futurs alliés, hein, c'est-à-dire les Britanniques, les États-Uniens, hein, et c'est très clair, hein, les Britanniques, pas question, hein, ils ont déjà suffisamment d'ennuis avec la Palestine sous mandat britannique, et puis pas question non plus pour les Américains. L'ambassadeur américain à Vichy, à qui on fait cette proposition, dit il y a déjà trop de Juifs chez nous, hein. Et le problème, c'est que les pays d'Amérique latine, les pays neutres, c'est pratiquement la même chose, hein. Il y aura, Portugal qui fera quelques efforts et tout, hein, mais c'est tout. Donc Vichy cherche effectivement à diminuer l'influence des Juifs, va les fragiliser, il faut être clair, hein, pour la suite, mais ne connaît pas la suite, hein, bien sûr. Et surtout, les autres ne manifestent pas un enthousiasme débordant, hein, les Anglais, les Américains, mais d'autres, hein, à l'idée de récupérer les Juifs de France, hein. Ce qu'on reproche aussi à Vichy, c'est aussi, on marche sur la tête, c'est qui est juif en France? On n'en sait rien. La Troisième République laïque ne demande pas la religion des citoyens. Vous pouvez être athée, mahométan, comme on disait à l'époque, etc. On n'en sait rien. Et puis les Juifs, c'est pas une race. Il n'y a aucun moyen de les distinguer des autres. Et donc, on va procéder à un recensement des Juifs en France, hein, en zone occupée, hein, bien sûr, et puis Laval fera la même chose plus tard en zone non occupée, parce que lui non plus ignore combien il y a de Juifs, etc. Et ce recensement, c'est pas une décision de Vichy, là encore, c'est une décision des Allemands qui imposent en zone occupée un recensement des Juifs qui va avoir lieu tout le mois d'octobre 1940, hein, donc, et qui va être opéré, alors à Paris où il y a une communauté juive d'au moins 120 000 personnes, dans les commissariats, par ordre alphabétique, hein, c'est-à-dire premier jour les A, les B, etc. Enfin les gens dont le nom commence par. Et puis en province, alors ça dépend. Hein, dans des villes c'est les commissariats, parfois c'est même la sous-préfecture, parfois c'est la gendarmerie, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de gens, hein, qu'à Paris. Hein, Paris est quand même, je parle pas de l'Alsace, hein, qui est quasiment annexé, bien sûr, par le Reich. Et donc, ça aussi, reproché à Vichy, c'est catastrophique, hein, ce recensement, puisque c'est à partir de lui qu'on va opérer les rafles plus tard. Mais personne ne peut imaginer, et en plus, c'est un ordre, il y a une chose, non seulement les Allemands ont disparu du paysage, la défaite, l'occupation,
mais la convention d'armistice, c'est ce fameux 3e article de la convention d'armistice qui donne à l'Allemagne tous les droits de la puissance occupante, c'est-à-dire que toute décision, toute ordonnance allemande, on parlera éventuellement, celle de l'étoile jaune par exemple, ont force de loi. Ça veut dire qu'un recteur, qu'un préfet, qu'un commissaire de police, etc., doivent obéir aux Allemands. Ce sont eux qui décident. Et comme le dira avec beaucoup d'élégance l'un des premiers responsables du génocide en France, qui s'appelait Théodore Dannecker, commandant SS, quand il va commencer à parler des RAF, il va dire ça n'est pas discutable, ça n'est pas discutable. Et justement, on verra, Vichy a essayé de discuter. Après, c'est facile après coup de dire il y avait qu'à, fallait qu'on, vous savez comme d'habitude. Alors, l'étoile jaune, c'est intéressant parce que j'ai quand même le souvenir d'un magazine bien connu, qui s'appelle l'Express, qui titre, avec en dessous d'ailleurs la photo d'un de ses historiens médiatisés, « Comment Vichy a imposé l'étoile jaune ». Or, Vichy s'est toujours opposé au port de l'étoile jaune à plusieurs reprises. Otto von Stülpnagel, excusez-moi, c'est... donc, est le responsable du militaire Befehlshaber in Frankreich, c'est-à-dire l'état-major allemand, qui va être dépossédé de ses droits en faveur de la ZIPO-SD à partir du mois de mai 1942. Il y a eu plein, avec peu de victimes en réalité, mais plein d'attentats menés. Et très vite, on a compris que les auteurs de ces attentats sont de jeunes juifs communistes. Et donc, le problème, il explique, à l'époque c'est Darlan qui dirige le gouvernement, qu'il faudrait pouvoir reconnaître les Juifs, et que pour pouvoir les reconnaître, ça serait bien qu'ils aient un signe distinctif. Darlan, d'abord, pendant 1 mois et demi, ne répond pas, ça n'a l'air de rien, mais c'est petite latence, bon, et finit par, avec une hypocrisie intéressante, par dire non, parce que ça rendrait les Juifs sympathiques. On aurait l'impression qu'il serait, et il refuse. Stülpnagel, à plusieurs reprises, revient à la charge, et finalement, le gouvernement de Vichy refuse définitivement. La conséquence, très importante, c'est que les Allemands, pour imposer cette étoile, eh bien, le port de l'étoile, vont le faire par ordonnance. C'est la 8e ordonnance allemande qui a donc force de loi, comme plus tard il y a des ordonnances qui interdiront aux Juifs d'avoir le téléphone, de posséder un vélo, leur imposer un couvre-feu, etc., etc. Eh bien, la 8e ordonnance décide que tous les Juifs, à partir de l'âge de 6 ans, devront porter à la place du cœur une étoile jaune, dont on précise qu'elle doit faire la taille de la main, et qu'elle coûte 2 points textiles, ce qui est énorme. Et comme pour le recensement, les Juifs ont obéi. De même qu'ils étaient allés, à quelques exceptions près, se faire recenser, ça va leur coûter très cher, dans les commissariats, eh bien ils sont allés retirer leur étoile. On précisait que cette étoile devait être très visible, cousue à petits pois, c'est-à-dire pas avec une épingle à nourrice pour qu'on puisse l'enlever et la remettre, etc. Et ça va coûter des arrestations à des milliers de Juifs parce qu'ils ne portent pas cette étoile, parce qu'ils la dissimulent derrière un sac à dos, parce qu'ils la dissimulent. J'ai des tas d'exemples comme ça. Il y a une pharmacienne, elle a sa blouse dessus de pharmacienne. Une écolière, elle a son manteau. C'est quelque chose d'épouvantable. Mais le fait que ça soit une ordonnance, alors d'abord, remarque, c'est bien sûr, c'est pas les Allemands qui vont la faire respecter. Il y a à peine 3000 policiers allemands dans toute la France, enfin à l'époque la France occupée, et donc ça va être les gendarmes et les policiers français. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont obéi, ils ont même arrêté des gens, c'est assez étonnant, qui par solidarité ont porté une étoile. Et sur ces étoiles, on en a conservé quelques-unes. Il y a écrit Zazou, Auvergnat et autres. Et une des femmes qui a été arrêtée raconte combien les gardiens de la paix lui ont dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» et tout. Ses parents sont aussi catastrophés, elle est adolescente et tout. Elle a été envoyée à la caserne des Tourelles, ces camps dans Paris dont on parle jamais. Elle se retrouve avec des juives étrangères.
Et elle raconte que, par exemple, il y a un gendarme, un jeune, qui pleure parce qu'il est complètement épouvanté par ce qu'on leur a demandé de faire. Et lui, il doit garder et il ferme les yeux pour que les gens puissent se rencontrer, se parler, etc. Mais le fait que ce soit donc une ordonnance allemande qui va donc imposer à la police, à la gendarmerie française, une des pires besognes qui soit, eh bien, fait que cette ordonnance, qui n'est pas une loi de Vichy, ne sera jamais appliquée en zone non occupée. Contrairement, moi j'ai vu des témoins qui, avec une bonne foi désarmante, m'ont raconté « Ah, je vivais avec l'accent, vous savez, à Toulouse. » Je dis non, vous étiez en zone libre. Même quand elle a été occupée, il n'y a pas eu d'étoile jaune en zone désormais occupée. Eh ben, allez donc raconter ça. J'ai été terrifié, hein. Un certain nombre de BD, parce que maintenant on fonctionne comme ça, de livres scolaires, imputent à Vichy, de même que le statut des Juifs, que de même que le décret de dénaturalisation, de même que le recensement, eh bien le port de l'étoile jaune, alors que je suis persuadé quelque part qu'en dehors d'antisémites convaincus et ignobles, français, hein, bien sûr, du genre d'Archédie de Pellepoix, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens de cette époque et qui ont survécu, bien sûr. Et je me souviens très bien d'une dame qui m'a raconté qu'elle a défilé avec deux amis. Elles étaient trois. Elles s'étaient habillées en bleu, en blanc et en rouge avec leur étoile sur les grands boulevards et que les gens les applaudissaient. Oui, alors pourquoi je me suis intéressé à la police, c'est parce que je trouvais que c'était un vecteur extraordinaire de connaître la société, bien sûr, le politique, etc. À l'époque, les archives de la Seconde Guerre mondiale, on me disait qu'elles n'existaient pas. J'ai mis très longtemps, et très précisément, c'est en 1994 que j'ai obtenu, signé du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Charles Pasqua, l'autorisation d'aller voir ces archives. Et donc, à partir de là, comme d'habitude, et comme le veut la coutume et même la loi, c'est une ouverture qui a été difficile, avec des à-coups, des fermetures et tout, mais qui a permis à tout un tas de collègues et de chercheurs, qui ne sont pas forcément des historiens professionnels, d'accéder à des archives qui sont passionnantes. Et vous savez, il y a plusieurs manières de considérer les archives, et je connais des gens, je ne citerai pas de nom, rassurez-vous, qui vont consulter les archives pour y trouver ce qu'ils y cherchent. Alors ça, je peux vous faire formidablement une démonstration, hein. Ah, tenez, regardez, il a écrit ça et tout. Bon, non, le vrai travail, c'est de croiser toutes les archives, d'en faire une critique interne, externe, qui écrit, à qui, dans quelles circonstances, pourquoi, etc. Et d'essayer de comprendre de l'intérieur. Alors, je vais vous donner un exemple. Les procès-verbaux de police sont obligatoirement, c'est une ordonnance allemande, et donc relayée par l'administration supérieure de la préfecture de police ou de la police nationale, de même que les Allemands, vous savez, obligeaient les Juifs à s'appeler Israël et les Juifs Sarah. C'est incroyable, hein, on corrige leur état civil. Eh bien là, on va décider qu'on ne les appellera pas monsieur ou madame avec leur patronyme, mais on va mettre le juif, la juive. C'est obligatoire. Un employé de bureau qui ne fait pas ça se fait évidemment tancer par son supérieur, qui lui-même d'ailleurs doit se faire tancer. Enfin, vous savez, cette chaîne d'irresponsabilité qu'est l'administration. Et ils écrivent le juif, la juive. Combien de mes étudiants, de mes doctorants, de gens avec une grande naïveté disent, voyez bien qu'ils sont antisémites, regardez, ils les appellent la juive, le juif, avec beaucoup de mépris et tout. Comment leur expliquer que c'est quelque chose d'obligatoire? Alors, ceci dit, soyons clairs, un certain nombre de policiers ont fait preuve d'un zèle imbécile ou d'un zèle criminel.
Je connais personnellement, si j'ose dire, enfin je veux dire leur nom et tout, des policiers qui, fin juillet 44, début août 44, arrêtent notamment des dames qui sortent d'un métro qui doit être vers la place des Victoires, je me souviens plus comment ça s'appelle, et qui l'un des flics les plus ignobles qui soit veut leur faire dire qu'elles sont juives. Elles refusent, elles disent non, c'est pas vrai et tout. Et après, avec une hypocrisie extraordinaire, il leur dit, c'est dommage, vous diriez que vous êtes juif, vous reconnaîtriez, je vous emmène au commissariat, on fait une main courante, et puis vous sortez dans 1 heure. Là, maintenant, je vais être obligé de faire une enquête, ça va prendre plusieurs jours, voire semaines. Les pauvres femmes, que font-elles? Ben, elles disent, bon, d'accord, ok, on est juive. Elles portent pas l'étoile. Donc, 8e ordonnance allemande, c'est une contravention grave. Et le soir, elle se retrouve à Drancy, et quelques jours après, elle part dans le dernier convoi qui va quitter Paris. Alors, des flics ignobles, il y en a eu. Mais, j'allais dire, à force de lire, etc., j'ai fait beaucoup d'interventions au CDJC, qu'on appelle maintenant le Mémorial de la Shoah, pour former les policiers, parce qu'il est important qu'ils aient une mémoire et qu'ils sachent ce qui s'est passé, s'ils pouvaient en tirer des leçons aujourd'hui dans leur attitude vis-à-vis des étrangers, etc., ça serait pas mal. Ils tombaient des nues, la plupart, parce que c'est des types de 20 ans, même si maintenant ils ont quasiment une licence tous, alors que avant il y en avait 1 sur 100 qui avait le baccalauréat. Mais eh bien, j'expliquais la situation et j'avais avec moi un rescapé des camps. C'était souvent une rescapée, c'est-à-dire des femmes qui, pour une suite de chances, parce que pour s'en tirer, c'est la seule, c'est des hasards, des chances et tout, d'être nommé dans un commando où il n'y a pas un tueur, un sadique, etc. Et puis bon, elles sont venues dans des états pitoyables, bien sûr, mais elles m'ont toutes dit, ah ben vous savez, enfin je me tutoyais d'ailleurs, tu sais Jean-Marc, au moment de la rafle, il y a un policier, alors c'était un voisin, c'était un ami de leur père et autres, qui est venu les prévenir. Et il y en a une, je me souviens très bien du détail, elle me disait c'était un gros, il faisait chaud, on était en juillet, il transpirait, il est monté à Belleville à la bicyclette, etc. Puis il nous a dit, mon père s'est caché. Parce qu'on n'a jamais pensé qu'on allait arrêter les femmes et les enfants. Et il s'est caché, et donc elle, la chance qu'elle avait, c'est qu'on l'avait envoyée à la campagne, non pas comme enfant caché, mais en 1939, on craignait des bombardements, et donc elle s'était retrouvée dans la Sèvre niortaise, je crois. Elle correspondait avec ses parents clandestinement et par téléphone chez le coiffeur, etc. Et bon, on a arrêté sa mère et je crois son frère ou sa sœur, et le père est allé se livrer parce qu'il pouvait pas ne pas avoir envie d'être avec sa femme, enfin bref, et il y a qu'elle qui s'en est échappée. Et je lui disais toujours, c'était terrible, je lui disais mais pourquoi tu me dis ça maintenant ? En 1995 ou autre, j'ai aucune chance de retrouver. En plus, je connais pas son arrondissement, et la réponse était invariable. Je ne pouvais pas le dire. Dire qu'un policier nous avait sauvés ou avait tenté de nous sauver, c'était irrecevable. Les flics sont des salauds, les flics sont des fascistes, les flics sont empressés. Quand on lit les livres qui sont des pamphlets de Maurice Dreyfus, c'était pas son nom mais peu importe, et paix à son âme, il est mort, mais il décrit des policiers qui piaffent d'impatience pour arrêter les juifs, etc. Bon, je conçois, on a arrêté, c'est un gardien de la paix et un de ses voisins qui a arrêté toute la famille. Sa chance a été dans un centre de tri et de criblage, comme on disait. Le capitaine de gendarmerie a dit les enfants de 14 à 16 ans, s'ils ont de la famille à Paris, peuvent être retournés, etc. Ça, la plupart sont restés parce qu'on ne se sépare pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, en réalité, sa mère prend toutes ses sous, ces quelques billets, ces pièces de monnaie, lui donne et lui dit « sauve-toi ».
Elle sait pas forcément ce qui va se passer, mais elle est suffisamment inquiète pour lui dire sauve-toi. Et bon, il rentre à la maison, dans l'appartement, et qu'est-ce qu'il trouve? La concierge qui était déjà en train de piller la vaisselle, etc. Alors, je peux vous dire que les concierges et les flics, ils les haïssaient. C'était quelque chose de pathologique. Alors, il écrit ce genre de choses. Alors, moi aussi, je peux écrire ce genre de choses, parce que des cas de ce genre, j'en ai trouvé beaucoup. Mais, faut regarder, excusez-moi, hein, ça paraît comme ça, un peu de la froideur, mais quand on regarde le résultat, pourquoi les 3/4 de la communauté juive en France n'ont pas été déportés? Pourquoi au moment de cette rafle dite du Veldiv, ça n'a rien à voir avec le Veldiv, donc qu'on a bien sûr enfermé les femmes et les enfants, les familles avec enfants au Veldiv pendant quelques jours odieux. Hein. Pourquoi cette rafle, au début c'est 12 800 personnes, excusez-moi, ce sont des vies et ce sont des gens hein, que je respecte infiniment, mais je résume, ont été arrêtés, puis finalement d'autres ont été retrouvés, puis surtout se sont livrés parce que leur famille avait été arrêtée. Donc c'est un peu plus de 13 100 personnes qui ont été arrêtées. Donc les célibataires, les couples sans enfants envoyés à Drancy, ils ont été très vite déportés par des convois, qui ne sont pas les premiers d'ailleurs. Et puis les femmes et les enfants, on les a envoyés, vous le savez, dans les camps du Loiret et par la gare de Serlitz, mais 7 jours, 8 jours plus tard, hein, pour certains. C'était l'enfer hein, dans le Veldiv. Les gens devenaient fous, des gens sont suicidés, enfin bref, l'horreur. Hein, et ça, c'est à imputer évidemment à la hiérarchie de la préfecture de police. Hein, qui bien sûr s'en est très très bien tiré au moment de l'épuration, parce que c'est toujours comme ça, ils avaient toujours quelques bons juifs, comme on disait, qu'ils avaient sauvés, qui ont attesté ces... Mais je reviens à la rafle du Veldiv. Les Allemands, on leur avait promis, et ils attendaient, ils avaient prévu les trains pour 22 000 personnes. On en arrête 13 000. C'est monstrueux, 13 000, c'est la ville de, je sais pas, de Mazamet, mais au lieu de 22 000, ça veut dire c'est 60%. C'est-à-dire, s'ils avaient fait preuve de zèle, ils les auraient tous arrêtés. Or, combien de gens, alors dans des gens prestigieux, Annie Kriegel, hein, qui est juive, communiste et résistante, plus tard, m'a dit qu'elle avait échappé à la rafle parce que elle passait l'oral du bac la veille, et sa mère est venue. Alors elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Enfin, on est en train de passer l'oral du bac et tout. Elle lui a dit, tu ne rentres pas à la maison ce soir, il va y avoir des arrestations demain à l'aube. Elle va donc, elle est super contente, elle va aller chez sa meilleure copine, chic et tout, sauf que les parents de la copine, ils disent, on prend pas une juive chez nous, là, etc. Et donc, elle a été hébergée par des gens dont elle ignore encore le nom, enfin, elle l'ignorait encore, elle est morte, hélas, le nom et l'adresse. Et c'était une vingtaine, elle m'a dit, elles ont dormi c'était un grand appartement haussmannien, dans les couloirs, etc. Et à l'aube, elle avait un petit travail d'été, et donc, elle a voulu y aller, elle descend, elle regarde, il n'y a rien, et puis en traversant le Marais, qui n'était pas du tout un quartier de bobos à l'époque, hein, mais qui était vraiment d'une pauvreté insalubre et tout, il y avait des îlots qu'on a rasés par la suite pour insalubrité, une porte s'ouvre, et qu'est-ce qu'elle voit? Un petit troupeau misérable de femmes et d'enfants, il y a un vieillard, il y en avait un, je crois, qui était sur un brancard, hein, que les flics, et elle se souvenait, elle me le disait avec une émotion terrible, hein, d'un gros flic avec sa pèlerine, un peu rougeau parce que l'alcoolisme c'était aussi une habitude culturelle, qui tenait une gamine, qui tenait elle-même une poupée, et le flic pleurait. Enfin, je veux dire que il y en a plein de flics, c'est pas tous des robots, ils viennent pas d'une autre planète, ils ont une sensibilité, ils ont une famille et tout, et c'est pas de gaieté de cœur qu'on arrête des gens quand on est payé, formé pour arrêter des criminels, arrêter des gens à cause de leur religion des grands-parents, ça n'avait pas de sens. Donc ils n'ont pas fait preuve de zèle. Mais évidemment, comme les Allemands étaient incapables de mener les opérations eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas les effectifs, en plus ils parlent pas français, ils connaissent pas le terrain, et ça c'est leur triomphe. Ils ont réussi
en dépit des protestations et du refus longtemps proféré de Pétain lui-même, ils ont réussi à ce que ce soit les Français qui opèrent. Alors c'était formidable, parce que pas d'affolement des victimes, d'un gardien de la paix, que sa pèlerine et tout, etc. En plus, quand on le connaît, que c'est un voisin et autres. Mais c'est quelque chose de désespérant, ce qui s'est passé. Mais en même temps, il faut sans cesse se rappeler des circonstances. Pourquoi? Alors quand j'entends le président Macron, il n'est pas le premier, le pire c'est le président précédent qui s'appelait Hollande, et qui disent les RAF se sont opérés sans la présence d'un seul soldat allemand dans les rues. Enfin, les Allemands, ils sont tous sauf cons, excusez-moi. Ils voulaient pas d'Allemands parce que ça aurait affolé la population. Et donc, les troupes allemandes avaient ordre et consigne de ne pas se montrer pendant ces 2 jours-là. Alors dire, bon, enfin, voyez un peu comment on manipule la réalité des faits. Alors pour des raisons idéologiques qui sont biaisées, je pourrais vous le montrer, je l'ai déjà dit, on a toute une partie de l'opinion, en général située à gauche ou à l'extrême gauche, pour accuser Vichy, c'est-à-dire donc Vichy c'est la droite, c'est les affreux et tout, d'avoir collaboré, d'avoir etc. Alors qu'en fait, j'ai essayé de vous montrer qu'en réalité, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est-à-dire que il y a des survivances xénophobes de la Troisième République, antisémites aussi, etc. Et que à l'heure actuelle, utiliser ce prétexte pour vilipender une partie de l'opinion, des électeurs, un parti politique, est quelque chose qui n'est pas honnête sur le plan intellectuel, dans la mesure, enfin, faut dire un mot quand même de cette extraordinaire réaction de Serge Klarsfeld, qu'on ne pourra pas soupçonner, qui dit si j'ai un deuxième tour entre un représentant du Rassemblement national et de la France insoumise, je vais voter pour le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la communauté juive, j'ai énormément d'amis juifs, sont beaucoup plus inquiets de l'antisémitisme dissimulé derrière l'antisionisme de l'extrême gauche que de l'extrême droite, parce que Madame Le Pen a eu une tactique extrêmement habile, même s'il y a eu des problèmes des candidats pas recommandables aux élections, mais elle a quand même réussi à laver d'une certaine manière le Rassemblement national, c'est-à-dire la droite extrême, du péché de l'antisémitisme, alors qu'en réalité le leader de la France insoumise, par exemple, et un certain nombre de gens qui l'entourent, sont porteurs d'un message qui fait peur à la communauté juive. Donc aujourd'hui, Jean-Marc, ça doit être la conclusion. On n'est pas encore arrivé sur le plan historiographique et donc politique à avoir une vision à peu près lucide de cette période et de cet État français de Vichy, quoi. C'est l'énorme problème. On n'a jamais une vision lucide du passé. Pendant longtemps, je créditais les Allemands d'un certain effort dans la reconnaissance de la culpabilité et tout. Puis le hasard, je lis énormément de choses dont je ne suis pas spécialiste pour apprendre, de relire un peu l'après-guerre, tous ces nazis, les juges et les magistrats, par exemple, il n'y en a pas une dizaine d'épurés. Tous les autres sont restés en poste, que ce soit en Allemagne, en République démocratique allemande, ou que ce soit en République fédérale allemande. En Autriche, c'est pire, puisque l'Autriche, officiellement, est la première victime du nazisme. Il faut quand même le faire. Ils ont voté à 99,1% leur adhésion, enfin leur rattachement au Reich allemand, c'est-à-dire à l'Anschluss. Alors les Japonais c'est pire, parce qu'alors eux, il y a un négationnisme, une ignorance. J'ai eu des collègues japonais qui m'expliquaient les problèmes qu'ils ont eus. On a expurgé les livres d'histoire, du secondaire, etc. Et eux-mêmes, certains ont perdu ou ont eu des tas de problèmes professionnels ou ont perdu leur poste parce qu'ils expliquaient quand même quelles étaient les responsabilités de la police politique japonaise, du militarisme japonais, les crimes de guerre commis et tous. Non, le Japon, c'est comme l'Autriche, c'est même pire parce que
c'est le pays, la victime absolue, puisqu'ils sont les seuls à avoir souffert de 2 bombes nucléaires. Je pense pas que c'était le but, mais les Américains leur ont rendu un extraordinaire service, hein, parce qu'à partir de là, enfin, je suis mal pour les victimes, mais à partir de là, ben, le Japon s'est réfugié derrière ce statut de victime. La victimisation, c'est le pire ennemi, hein, dans la lutte pour la vérité. Et bêtement, hein, parfois, j'ai eu l'illusion qu'un gouvernement qui avait l'air un peu plus lucide et ouvert aurait une vision plus nuancée. J'étais épouvanté des discours de Monsieur Macron. Je ne parle pas de la reconnaissance de la colonisation, crime de guerre, etc. Comme si le FLN était un pur innocent et tout. Il y a vraiment un problème avec la mémoire en France, hein. On n'en sort pas. Et autant l'amnésie que j'ai vécue quand j'étais jeune, c'est une maladie grave qui nécessite un traitement psychiatrique lourd. Autant l'hypermnésie, en plus faussée et biaisée, comme on en a eu des tas d'exemples, à la limite, je me demande si c'est pas pire, hein.